faire une petite parenthèse et vous expliquer qu'on a, c'est un immense, vraiment, je pèse mes mots, honneur de recevoir M. Yitzhak Mayer aujourd'hui avec nous, parce qu'il représente à lui seul, que Dieu lui donne jusqu'à 120 ans en bonne santé, il représente une des parties les plus importantes de l'histoire juive contemporaine. C'est-à-dire qu'il a traversé la période noire du nazisme, il est né à Anvers en Belgique, il a dû fuir quand les nazis sont arrivés, il a perdu une partie de sa famille, il a fait son alia, il a vécu dans un kibbutz, il a dirigé l'agence juive à Londres par exemple, il a été ambassadeur d'Israël en Suisse, en Belgique, il a été consul général au Canada, il est diplomate, homme de lettres, tour à tour journaliste, analyste politique, diplomate. C'est vraiment un personnage très important. Il a dirigé à un moment donné le département d'éducation juive de l'agence juive. Il a dirigé le Bnei Akiva, également à un moment donné, une vie très très riche tout au long du XXe siècle. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce personnage et de la chance que nous avons d'écouter son témoignage. Et donc, je vais m'arrêter là, et je vais proposer à M. Mayer de prendre ma place, s'il le veut bien. Vous écoutez. Shalom. 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 Vous parlez tous hébreu? Alors si vous ne parlez pas l'hébreu, on va essayer à se défendre en français. Il faut que je vous dise au départ déjà que mon français n'est pas ma langue natale, c'est une langue acquise, ça se dit, hein? Acquise. Et puis, je ne suis pas tout à fait sûr si j'arriverai à exprimer mes sentiments ou bien mes pensées d'une façon précise, mais on va essayer. Et d'ailleurs, je dis précise puisque c'est peut-être la chose la plus importante dans la vie d'un homme évolué, d'un homme intelligent, d'être précis. D'être précis, de dire des choses comme il faut, afin qu'on puisse les comprendre, et afin qu'on puisse être honnête avec soi-même. Il y a des fois qu'on s'arrange, on dit des choses, et puis pourvu que l'autre comprend. On ne sait pas s'il comprend ou non. Mais c'est pas bon être précis si on peut se faire comprendre sans l'être, n'est-ce pas? Je suis très content, et je dirais même que je suis un peu ému. D'ailleurs, monsieur le directeur, il est parti. Je n'ai pas pris votre place. Vous avez dit, monsieur Mayer, venez, prenez ma place. Vous resterez directeur, n'ayez pas peur. Je ne prends pas votre place. Moi, je suis ici, etc. Mais je vous remercie, monsieur le directeur, de m'avoir accueilli, puisque pour moi, être à Marseille, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Puisque j'étais ici à Marseille hier ou avant-hier, c'est-à-dire en 1943. Vous aviez quel âge? 43. Moins 40. Vous, mademoiselle, vous aviez quel âge? Mais oui. Combien? Ne faites pas le calcul. Donc en 1943, ça fait 70 ans. 70 ans, d'après Pirkei Avot, à 70 ans, c'est toute une vie. Bon, je vis maintenant un peu plus que ma vie. Je suis au-delà de ma vie. Amen. Amen. D'ailleurs, j'ai dit à mon épouse hier qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé dans une... Je crois que c'est à vous que je l'avais dit, à quelqu'un d'autre. Je ne confonds pas avec mon épouse, mais c'est quelqu'un que j'ai dit cela, qui est venu suivre un cours en hébreu. Et puis la première question qu'il a posée était « Comment est-ce qu'on dit Amen be'ivrit » Parce qu'il ne savait pas Amen, on le dit dans toutes les langues, Amen, etc. « Et qu'on le disait be'ivrit »
Mais de toute façon, j'étais à Marseille en 1943, 42, 41. J'étais gosse. Mes parents, d'ailleurs moi aussi, nous habitions Anvers. Et la guerre a éclaté. La guerre a éclaté, la Grande Guerre. La Deuxième Guerre mondiale, pas la première. Elle a éclaté un vendredi. Je dis vendredi puisque il y a quelque chose de très étrange qui arrive à de nombreuses personnes. Ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Jusqu'au jour où la guerre a éclaté. Vous savez d'ailleurs, je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire de la guerre mondiale. La guerre mondiale a commencé officiellement au 1er septembre 1939, quand les Allemands ont occupé la Pologne. Et c'est alors que la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre, mais il y avait une drôle de guerre. Il n'y avait pas de guerre. C'était une drôle de guerre. Il y avait la guerre en Pologne, les poursuites contre les Juifs avaient déjà commencé avant, en Allemagne, en Autriche, etc. Mais la guerre en soi-même était en Pologne, et la guerre ici, c'est-à-dire Hollande, Belgique, France, a commencé un vendredi, le 10 mai 1943. C'est 1940. C'est alors l'invasion. La France était sûre d'elle-même, elle se croyait bien armée, mais elle était creuse, il n'y avait rien. C'était entre les deux guerres, les gens s'amusaient, c'était la belle vie, la belle époque, si vous voulez. Il y avait des façades, mais à l'intérieur des choses, c'était vide. En même temps, l'Allemagne, qui elle se voyait encore comme le pays insulté par la victoire des Alliés dans la Première Guerre mondiale, eux voulaient se venger, et eux, chez eux, l'extérieur était peut-être un extérieur de coopération, un peu, comme ça, etc., jusqu'à l'arrivée de Hitler, qui lui a déclenché une guerre de propagande sans pareil et sans honte. Il parlait tout ouvertement de l'extermination du peuple juif. Et les grands peuples de notre tradition culturelle, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc., disaient que bon, il ne fait que parler, c'est pas sérieux, il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais la guerre a éclaté. Maintenant, ce qui m'est arrivé est arrivé aussi à de nombreuses personnes, c'est que au début de la guerre mondiale, je ne me rappelle de rien, rien, aucune mémoire. Tout est effacé. Tout est effacé. Mais du jour même, ce vendredi matin, 10 mai 1940, je n'ai rien oublié. Même pas les voix. Il y avait des personnes qui étaient derrière, dans une autre chambre, et que j'entendais parler. Et une trentaine d'années plus tard, j'ai dit « Ah, mais c'est Madame Kalb ». Puisque, il faut savoir que il faut aussi comprendre, je n'étais pas conscient que je suis juif. Personne ne l'est, jusqu'à un certain âge. Il l'est. Il l'est. Prenez un petit gosse de 5-6 ans, il n'est pas conscient qu'il est juif. Il l'est. Il n'est pas quelque chose d'autre.
Mais il ne sait même pas, il grandit au sein de sa famille, ses amis, etc. Il est ce qu'il est. C'est plus tard qu'on commence à voir qu'on n'est pas comme les autres, qu'il y a des autres. Qu'il y a des autres. Mais jusqu'à un certain âge, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Nous n'étions pas conscients que nous sommes, c'est-à-dire moi, mes parents certainement oui, mais moi je n'étais pas conscient, mais j'étais conscient du fait qu'il y a quelque chose qui menace notre être. Puisque si la guerre a éclaté le vendredi 10 mai 1940, déjà, peut-être 1 heure ou 2 heures après, on savait qu'on va se fuir d'Anvers. Et que tout ce que nous possédons et tout ce que nous avons, et puis on ne possède pas uniquement des matières matérialistes, on possède tout, on possède des amis, on possède, même quand on est catane, quand on est petit, la famille, etc., qu'on va partir. Et puis en effet, nous sommes partis le 12, le dimanche le 12. Et nous nous sommes acheminés vers le sud de la France pour arriver au Portugal et pour regagner au Portugal un paquebot qui devait nous amener en sauveté aux États-Unis. Maintenant, j'ai une petite mémoire à vous raconter. Nous sommes sur le quai d'Anvers. Il y a un train qui part à Anvers en 1940, un seul. Déjà la ville est bombardée, déjà les foules sont dans les rues et qui crient Joden, 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 qui veut dire juif. Nous sommes sur le quai, il y a peut-être 1000 ou 1200 personnes sur ce train un train avec 20 wagons. Et j'ai sur mon cou une petite carte. Je savais déjà lire. J'étais un gosse intelligent, comme vous le voyez déjà maintenant aussi, n'est-ce pas? Je savais déjà lire. J'avais 5 ans. 5 ans, c'est déjà un âge où on sait lire. Dans le temps. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on s'amuse à donner aux enfants un peu de loisirs, de s'amuser dans les jardins d'enfants, développer leur personnalité. Nous, on n'a jamais développé ma personnalité, on a appris à lire. C'est ce que j'ai comme personnalité. Bon, et puis je lis et je dis à feu mon père, mais c'est quoi ça? Alors il me dit, eh bien, si on va bombarder le train, on va s'éparpiller. On ne va pas se retrouver. Alors il faut quand même écrire... qu'on puisse se reconnaître quelque part, se retrouver. Alors j'ai dit à mon père, mais tout est écrit ici, Erwin Mayer, etc. Mon nom était Erwin, Herbin. Tout est écrit, mais il n'y a pas d'adresse. Alors il me dit, nous n'avons plus d'adresse, mon petit-fils. Cette phrase, nous n'avons plus d'adresse, est une un pilier de ma conscience jusqu'aujourd'hui. Plus d'adresse. D'ailleurs, quand j'étais ambassadeur de l'État d'Israël en Belgique, puisque j'ai eu la grande chance d'être l'ambassadeur d'un pays duquel nous nous sommes enfuis. J'ai dit, c'était aussi dans une école Ganenu, qui s'appelle Ganenu. Ce n'est pas le même réseau que le vôtre, mais il s'appelle Ganenu, à Bruxelles. J'ai dit aux enfants, donc, vous voyez, mon père me disait que nous n'avons plus d'adresse, et maintenant je suis ici, l'ambassadeur de l'État d'Israël, et je suis devenu une adresse. Puisqu'en effet, c'est quoi un ambassadeur? C'est rien. C'est rien. C'est un homme comme tous les autres. Mais c'est une adresse. C'est une adresse. Ça représente.
Donc, d'être parti puisqu'on n'a plus d'adresse et de revenir puisqu'on est devenu une adresse, ça c'est quelque chose de joli. De toute façon, le train fut bombardé. Et de ces 20 wagons qui ont quitté Marseille, qui ont quitté Anvers, ne sont arrivés que 2. Ils se sont fait arrêter, on a mis 8 jours. 8 jours. On s'est fait arrêter au sud de la France, pas loin de Toulouse, et on nous a pris dans un petit village, un petit patelin qui s'appelait Bondigou. Et depuis ce village dans lequel nous étions, quelques familles, c'est-à-dire eux qui ont survécu ce voyage, on nous a arrêtés. Les gentilshommes du pouvoir Vichy, pas les Allemands, et dans un petit camp de concentration, qui au départ était un camp de femmes, qu'on faisait travailler. Et depuis ce camp-là, on devait envoyer les gens à Drancy, etc., etc. Et de là, nous nous sommes enfuis. Je raccourcis un peu l'histoire. Et nous sommes arrivés, mon père s'est évadé d'abord seul. Il a rejoint d'une façon ou d'une autre les réseaux de la résistance. Je ne sais pas s'il était résistant ou non, mais de toute façon, ce qu'il faisait, c'était fossoyer des papiers pour la résistance. Et il est arrivé avec des moyens qu'il avait, avec ces gens-là, et nous nous sommes enfuis, nous aussi, et nous sommes arrivés à Marseille. Donc, en 1941, je suis devenu Marseillais. Et comme vous l'entendez bien, depuis, j'ai gardé un accent marseillais. N'est-ce pas? Très marseillais. Et nous avons vécu ici, il y avait de nombreux juifs ici à Marseille. Presque tous étaient des juifs qui ont essayé à franchir les frontières espagnoles, Italie, on cherchait à où aller. Mais nous n'avons pas mené une vie de juifs ici, puisque nos papiers étaient aussi faux. On avait des papiers français. Je vivais pas loin d'ici, jusqu'à 1942, novembre 1942, les Allemands s'emparent de la France libre. Marseille devient une ville occupée par les Allemands. D'ailleurs, il faut que je vous dise une chose intéressante. Une de mes mémoires très chères, que j'aime beaucoup, de Marseille, c'était que feu mon frère, j'ai perdu mon frère à la guerre des 6 jours en Israël. Il est mort à Jérusalem. Lui et moi, nous sommes allés, nous étions des chrétiens, on n'avait pas peur. Et puis il y avait quelque part ici, ça je ne sais pas exactement où c'était, mais il y avait une grande place avec une foire. Une foire, on tirait, etc. Et puis il y avait des soldats allemands. Et puis un soldat allemand, duquel je me rappelle très bien, sa figure, je ne sais pas son nom, etc., qui avait des tirs pour accrocher une poupée ou quelque chose de pareil. Alors lui, il a tiré, il a reçu un ballon, et il est très gentil, il a vu 2 petits gosses, il leur a donné le ballon. Il était très un gentleman. Il était un Allemand non allemand. Il était un homme. D'ailleurs, nous étions vendredi en Suisse, dans un endroit qui s'appelle la Cure, où nous avons franchi de façon illégale la frontière suisse, nous sommes fait arrêter, etc., etc. Et là-bas, j'ai rencontré une famille qui habite dans un hôtel qui se trouve à cheval sur la frontière française et suisse. Alors, d'un côté de cet hôtel, il y a une entrée qui est la France. De l'autre côté, il y a une sortie qui est la Suisse. Donc c'était sur la frontière. Et cet hôtel, pendant la guerre, était occupé par les Allemands. Du côté français, pas du côté suisse, dans le même bâtiment. Alors je lui ai demandé comment étaient les soldats allemands. Comment est-ce qu'ils étaient?
C'était les soldats allemands que nous craignons, que s'ils nous attrapent, ils nous ont presque attrapés, que s'ils nous attrapent, on nous renvoie à Auschwitz. Les méchants. Alors il a dit, moi, ils étaient très gentils. C'était des vieux, là-bas, près de la frontière. Pas les troupes combattantes, mais ceux qui faisaient garde, qui étaient des gens comme moi aujourd'hui, des vieillards, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il m'a dit, ils ne faisaient rien. Tout ce qu'ils faisaient, c'est d'avoir peur. D'avoir peur de qui? De leur supérieur. Leur supérieur, c'était l'SS. Alors, il fallait qu'ils exécutent des ordres. Alors, ils avaient peur. D'ailleurs, il faut que vous sachiez, ayez toujours peur de quelqu'un qui a peur. Les gens les plus dangereux au monde sont des gens qui sont effrayés, qui ont peur. Le mal qu'une femme peut faire à l'autre, puisqu'elle a peur qu'elle est moins belle que sa concurrente, c'est la peur, c'est pas la jalousie. C'est une peur, c'est un détournement de l'esprit humain, d'avoir peur d'être plus laid que l'autre. Je parle de cette façon, ça peut être moins intelligent, moins riche, moins tout. La peur, ça rend les gens dangereux. Donc ces gens-là, ils me disaient dans cet hôtel, ils disaient, ils ne faisaient rien, mais ils avaient peur. Et par peur, d'ailleurs, vous savez que les Allemands ont su prendre des Juifs dans les camps d'extermination, à Auschwitz, dans les ghettos, un peu partout, et puis leur donner les ordres d'administrer la solution finale. Et c'était les Juifs, les capots juifs. Les capots juifs, qui devaient faire le choix des Juifs qu'il fallait envoyer au fourneau. On le faisait à travers les Juifs. Et ces Juifs étaient très très dangereux parce qu'ils avaient peur. Ils voulaient vivre. Et Dieu nous garde de ce choix qu'il faut faire quand on leur demande de... Bon. Alors il me dit, ils avaient peur. Je reviens à Marseille. Nous étions à Marseille, tout allait très bien. Jusqu'un jour est venu, et puis à Marseille, il y avait de nombreux Juifs. La grande majorité parmi eux étaient des Juifs errants. Et ils habitaient surtout autour du Vieux-Port. Pas seulement, mais surtout. Et un jour, au mois de janvier 1943, les Allemands ont décidé de se débarrasser de ces Juifs. Et ils ont lancé une opération qui s'appelle l'opération Sultan. L'opération Sultan. Et cette opération devait amener quelques milliers de Juifs à Auschwitz à travers le camp un camp de départ près de Paris, Drancy. Cette opération a commencé le 22 janvier, excusez-moi, 22 janvier 1943. Mon père n'avait pas peur, puisqu'il était citoyen roumain. Et la Roumanie, dans le temps, était amie avec les Allemands. C'était l'axe. Feu ma maman, si elle vivait, elle aurait aujourd'hui 106 ans, n'avait pas peur, puisqu'elle était l'épouse d'un citoyen roumain. Et puis ensuite, elle était française. Alors il s'agissait, si on me découvre, je suis française, si on... Moi non plus, je n'avais pas peur, mon frère n'avait pas peur. Mais il y avait quand même une certaine angoisse et une peur au sein de cette femme, de ma mère, puisque en janvier 1943,
1943, elle était enceinte de mon petit frère, qui vit encore avec nous, heureusement, en Israël. Et puis, elle était déjà enceinte de 6 mois. Voilà, il faut savoir, et je vais expliquer ceci, j'en parlerai peut-être ce soir si on me donne la permission de parler, qu'il y a une grande différence entre hommes et femmes. Il y en a beaucoup. Mais la plus grande différence entre hommes et femmes est que la femme donne vie de son propre corps à un autre être. Ce qu'un homme ne peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme vient dans ce monde déjà avec une notion qui est intégrée dans son être, et même quand elle ne le sait pas, qu'elle a une responsabilité pour l'humanité. Puisqu'avoir un enfant, c'est avoir toute une humanité. Nos sages nous instruisent, le fichach nolad adam yechidi, un homme, Dieu a créé l'homme de façon que l'homme fut créé seul, il n'a pas créé des milliers d'hommes, il aurait pu le faire, il peut tout faire, il aurait pu faire cela aussi, on lui crée un homme, puisque lui qui sauve la vie d'un homme, sauve la vie d'une multitude, et lui qui éteint la vie d'un homme, éteint la vie d'une multitude. Donc une femme en donnant la vie à un bébé, le sien, donne la vie à l'humanité tout entière. C'est ce sentiment qui est là. C'est ce que ça veut dire être mère. Ça, l'homme masculin ne peut le connaître. Il peut avoir, il a. Il sait ce que ça veut dire être père. Il a une relation. L'enfant fait partie de son être aussi. L'enfant, c'est père et mère. Mais ce n'est pas le corps de la femme elle-même. Ce n'est pas son être elle-même. Alors, quand une femme est déjà enceinte de 6 mois, elle porte un bébé dans les ténèbres de la vie qui régnait au temps des Allemands, et quand les Allemands étaient déjà là à exterminer le feu du peuple juif tout entier. Alors moi je me rappelle exactement le moment même, où on a frappé sur les portes. Il y avait l'opération Sultan. Ils cherchaient des Juifs. Mais chez nous, on ne cherchait pas des Juifs puisque nous ne l'étions pas. Mais quelqu'un nous a dénoncés. Je crois jusqu'aujourd'hui que c'était la concierge. C'est ce que je crois. En plus, je crois. Et dans mon livre, que je vais... Vous voyez, c'est ce livre que j'ai écrit. Je dirai un mot sur ce livre. Je crois que c'est la concierge. Elle a dénoncé qu'il y a quelqu'un qui a un petit laboratoire pour fossoyer des papiers. Et je me rappelle exactement, des gens sont arrivés, c'était des Français. Des Français. En bas, il y avait les Allemands, armés. Les Français qui... Et puis, on a demandé à mon père de venir avec eux. Ma mère était là. Nous avions ici à Marseille un tout petit appartement, minuscule. Peut-être une chambre. Ça, je ne me rappelle pas exactement. Mais ils étaient là et puis ils disaient, ne soyez pas inquiets. Ce n'est qu'un petit... Bon, un petit rien du tout, il reviendra. Mais nous, on ne nous a pas pris. Et puis c'est intéressant, on a pris congé de notre père, sans l'embrasser. On avait peur. Le lendemain, nous sommes allés aux caves de la Gestapo. Ma mère et moi.
J'avais encore un frère, mais lui, il était gosse. Moi, j'étais déjà grand. J'avais déjà 8 ans. Vous savez ce que ça veut dire d'avoir 8 ans dans un temps pareil? On est homme. Mais là, il y avait un drame. Maman avait des papiers français, mais elle ne parlait pas un mot de français. Alors elle avait peur d'ouvrir sa bouche, parce qu'elle va se dénoncer soi-même. Elle parlait l'allemand. Très bien. Nous sommes allés à la Gestapo pour chercher notre père. Maintenant, je ne veux pas, je décris dans mon livre comment ça c'était, la Gestapo. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à lire ce verset. C'est toute une histoire, je ne vais pas y pénétrer maintenant. Mais ce qui est à retenir, c'est que c'est brut. Dans les cadres de Gestapo, on torturait les hommes. Mais dans les bureaux, nehmen Sie bitte Platz, warten Sie bitte schön. Ja, c'était l'élégance de mots. C'était la politesse. C'était très gentil. Il y avait des dames qui tapaient sur des machines à écrire. Dans le temps, il n'y avait pas ce que vous avez aujourd'hui. Ça s'appelle comment, des iPod, Typod, Tripod, je ne sais pas ce que c'est, etc. On tapait. Dans ce temps-là, les doigts de ces secrétaires étaient très longs. Puis elles avaient tous des ongles de maintes couleurs. Elles étaient tous blondes. Je ne suis pas sûr de cela, mais je crois. C'est-à-dire, dans ma mémoire, elles étaient toutes blondes, avec de très jolies tresses blondes. Elle écrivait, je ne sais pas ce qu'elle écrivait, je ne sais pas qui a lu tout ce qu'elle écrivait. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas tout ce qu'on lit. Quand on signe des documents, on va ici et partout, on laisse une copie, 2 copies, 3 copies, je ne sais pas qui les lit. Quand vous allez au restaurant, et bon, vous payez avec la carte de crédit, on vous laisse signer. Qui est-ce qui lit tout cela? Personne ne le lit. Bon, mais on écrit. Le peuple, nous sommes le peuple du livre, mais le monde, c'est un peuple d'écrire, on écrit. Et puis là, on nous a dit, c'est rien, une petite enquête, il va revenir. Mais dehors, on a vu des camions. Et les camions étaient pleins d'hommes. Plein d'hommes. Et ils partaient. Et on jeta de ces camions des petites notes, des petites boules de papier. Et puis les gens qui attendaient là-bas à voir ce qui arrive à leurs proches, se jetaient sur ces petits papiers pour voir ce qui était écrit. Nous n'avons pas trouvé de papier. Alors là, maman décide, puisqu'il n'y a pas de père, et puis elle a 2 enfants. Elle a un 3e qui attend son arrivée au monde. Et elle décide de partir. Et de regagner, si elle peut, la Suisse. Et là commence un voyage d'une femme seule, 2 enfants, à travers tout ce qu'il y a entre Marseille et les montagnes du Jura, à la hauteur de Genève, pour essayer de sauver les enfants. Je vais donner un incident, et puis après je vais parler d'autre chose. On savait qu'elle ne parle pas le français. On savait que sur le train, il y a des contrôles. D'ailleurs, les contrôles se faisaient avec des chiens. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'était des chiens afin de sentir, afin d'avoir une notion qu'un juif a une odeur.
pas vrai. Il n'existe pas. Chaque homme a une odeur. L'odeur du corps humain. Mais il n'y a pas une odeur juive. C'est uniquement les racistes qui parlent d'une odeur de quelqu'un. Chez les blancs, chez les noirs, on parle d'odeur. Si vous entendez quelqu'un dire que ces hommes-là, ils ont une odeur, vous avez affaire avec un raciste. Alors il se peut qu'ils avaient des chiens parce qu'ils croyaient que les juifs ont une odeur juive. Mais il se peut que c'était pas ça. Il se peut qu'ils avaient des chiens auxquels ils donnaient un habit, un vêtement, quelque chose, un manteau d'un chassid ou je ne sais pas, afin que... je ne sais pas. Mais on savait qu'elle ne parle pas le français. Alors que va-t-on faire quand elle va être interrogée? Alors nous décidâmes, ma mère et moi, on avait de très bons rapports, qu'elle va jouer la muette. Que si nous sommes interrogés, elle est muette. Et que ce sera moi qui fera la traduction. Puis elle me comprend puisqu'elle peut se lire mes lèvres, comme toutes les mères. Maintenant, de traduire, c'est pas facile. Puisque quand on vous interroge, vous ne savez pas ce qu'on va vous demander. Et vous ne savez pas ce qu'il faut dire. Alors, pour vous donner un exemple, on nous a dit, on est arrivé, on a été arrêté, appréhendé, etc. L'homme de Vichy, il regarde, nous étions avec, il faisait froid, on avait des manteaux, mais il a reconnu à travers le manteau qu'il était face à face à une femme qui avait une grossesse. Moi j'avais 8 ans. Je n'avais aucune idée, c'est étrange, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer cela dans les temps dans lesquels vous vivez. Moi je ne savais pas exactement comment les bébés viennent au monde. J'avais mon histoire comme tout le monde, je savais comment... C'était quelque chose duquel je ne m'occupais pas. Aujourd'hui, les enfants savent beaucoup plus que les aînés. Alors une grossesse, c'était naturel, une femme qui attend un enfant. Mais lui, il a vu que... Alors il demande à maman, maman est muette, vous allez où? On va à Saint-Claude. Et monsieur votre père, il est où? Monsieur votre mari, il est où, madame? Ne me dites pas que vous n'avez pas de mari. Et il regarde. Il voit la grossesse. Qui est-ce qu'aurait pu imaginer qu'on va nous demander où est votre mari? Et puis vous ne pouvez pas consulter votre mère et demander qu'est-ce qu'il faut dire. Et vous ne pouvez pas dire, mon père, le mari de cette madame, feu, ma mère, etc., a été arrêté. Puisqu'il a été arrêté, on va vous arrêter aussi. Alors il faut que le petit gosse de 8 ans invente. Au moment même qu'on lui parle, invente une histoire qui soit crédible. Traduire, c'est pas facile. Traduire, c'est toujours créer quelque chose. Puis en effet, il se peut que j'ai fait un bon travail, puisqu'on ne nous a pas arrêtés, mais on nous a fait descendre du train. Et on a envoyé maman dans une prison, et mon petit frère, Jacob, et moi, dans un couvent. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un couvent. C'est une place où il n'y a que des anges. On est accueilli par
des religieuses. Elles sourient tout le temps. Elles aiment l'humanité. Elles vous accueillent. Oh. Toutes les passions sont mortes. Il n'y a que la sainteté pour sauver les gens. Tout est silence. On va à la prière. La prière, c'est comme la prière des anges, c'est une musique célestielle. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de vilains, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que Jésus-Christ et Dieu qui se promènent sur cette terre. Vous avez un père, vous avez une mère, vous avez des frères, vous avez vous êtes juifs. Mais on va vous sauver. Mais on ne va pas vous sauver en vous mettant quelque part dans un abri, on va vous sauver en vous prenant votre âme. Aristote a dit que l'homme, la définition de l'homme, c'est une âme qui a un corps. C'est joli. Alors, chez les chrétiens, le corps n'est pas important. Il faut s'en débarrasser, pas en tuant l'homme, mais en prenant son âme. Et c'est la charité, on va assurer qu'on lui donne une place aux cieux. C'est un sentiment affreux d'avoir, vous êtes sujet d'une pitié. Lui qui n'haït pas l'homme qui a pitié de lui a une âme qui s'est déjà effacée. La pitié, c'est pour les chats. Pas pour les hommes. Méfiez-vous des gens qui ont pitié de vous. Ah oui, il faut avoir la solidarité avec l'homme. Il faut l'aimer. Il faut être considéré. Mais pas pitié. De toute façon, on a été libéré de ce couvent après par un curé qui était docteur, médecin. Nous sommes arrivés à la frontière suisse. Ma fille aînée, Estie, qui est ici à Marseille maintenant pour l'occasion de ce livre. Elle est venue du Canada, elle habite le Canada, elle est professeure à l'Université du Canada, elle est peintre, etc. Bon. Et nous sommes allés à ce village que j'ai déjà décrit, n'est-ce pas? La Cure, quand je vous ai parlé de cet hôtel. Et puis, il y avait de la neige. Ici, à Marseille, c'est très beau. C'est presque comme en Bretagne, ici. Il fait beau, quoi. Mais là-bas, en Suisse, il neigea, et puis... Nous avons fait 3 nuits à pied dans les neiges pour arriver à la frontière suisse. Maman n'avait plus de souliers. On a arraché une chemise afin de lui faire des souliers, quelque chose. Et puis on nous a attrapés, on nous a refoulés, attrapés et refoulés. Mais ma fille regarde ces neiges. Elle me dit, il n'y avait pas de route, non? C'est cette volonté énorme de traverser un océan de neige pour arriver. Et là, nous traversons la frontière, on a été arrêtés. On voulait nous renvoyer. Alors là, encore une fois, c'est ce monsieur-là, qui dans le temps était petit. Aujourd'hui aussi, je suis petit, mais plus grand que je n'étais. J'ai fait un discours. C'était mon premier discours. Je dis, vous voulez refouler cette dame, elle va mourir. C'était le 14 mars. Elle va mourir. Le 31 mars, elle accouche. Donc c'était 2 semaines avant la naissance du petit. Elle va mourir. Puis 3 soldats sont là, et puis ils disent,
Nous regrettons quand même, madame, il faut que vous sachiez, vous avez traversé la frontière sans permission. La Confédération suisse ne peut vous accepter. Nous regrettons. Ça ne sera pas sur notre conscience. C'est la vôtre, madame. C'est vous qui avez choisi de franchir la frontière illégalement. C'est pas nous. Alors vous avez déjà ce jeu qui continue jusqu'aujourd'hui, que quand il y a une transgression, l'homme cherche la faute chez son autrui. Et là, allez, vous êtes amis de vous. Allez. Et en effet, un docteur est arrivé, on a pris maman, et on nous a séparés d'elle. Et nous, on nous a envoyés dans un petit village suisse, près de la frontière allemande, et là, il y avait un accueil. Et là, je vais m'arrêter, puisque le bébé est né. Ce livre, c'est le livre que j'ai publié. J'aimerais beaucoup que vous le lisiez, si vous avez l'occasion de lire La lettre muette. C'est un livre qui, dans son entièreté, est une lettre. Donc il s'appelle La lettre muette. C'est une lettre que cette femme écrit à son mari pour décrire son trajet, son récit, son trajet. Maintenant, pour moi, en tant qu'auteur, il y avait une difficulté. C'est d'écrire en singulier comme si j'étais femme. Que démonstrativement, je ne le suis pas. C'est pas facile à écrire comme une femme parce que il faut être femme pour écrire comme femme. Je ne le suis pas devenu. Mais je sais exactement, dans la vie que nous avons menée après, puisque nous sommes arrivés à travers Marseille, 3 ans plus tard, à gagner un bateau qui s'appelait Champollion, et à faire la Aliyah clandestine, avec maman et le petit bébé, et mon frère, dans un bateau qui avait 600 places, sur lequel nous étions presque 5000. D'un camp qui s'appelle le camp d'Arenas, pas loin d'ici, le grand d'Arenas, pas loin d'ici à Marseille. Alors j'ai vécu avec maman. Je sais, j'étais pas chez elle. Une des choses, j'ai passé mes quelques années de ma vie, et l'ensemble des années desquelles j'ai vécu à la maison, c'est de l'âge d'un jour jusqu'à mes 5 ans. Et depuis, je suis seul. J'ai commencé à travailler pour gagner ma vie à l'âge de 11 ans. Et puisque je suis en retraite maintenant, je travaille plus qu'auparavant, puisque c'est à la retraite qu'on commence à travailler. Jusqu'à la retraite, on essaie de gagner sa vie. Après la retraite, on essaie de faire quelque chose. Puisque, vous savez, le temps pousse, il vous dit, il n'y a pas beaucoup, le train va partir. Il faut encore faire quelque chose. Puisqu'après, ça sera trop tard. Alors on travaille. Donc, c'était là, j'ai pensé maman. Le livre, je ne vais pas lire des extraits, mais pour vous dire de quoi il s'agit, je vais simplement lire quelques lignes pour vous donner le sentiment de ce début. C'est un livre qui fut traduit par un de mes élèves. Un parmi ceux-ci se trouve ici. Ce monsieur qui était chez moi il y a quelques années. 30 000. Un parmi ceux-ci, qui s'appelle Daniel Ornouna,
a traduit le livre de l'hébreu en français. Et il commence comme ça. Alors c'est une lettre. C'est ainsi que le livre s'appelle la lettre muette. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a des rails, des trains qui partent à Drancy, qui vont à Auschwitz. Mais puisque le bébé est né, il y a une lumière au fond du tunnel. C'est un tableau qui a été dessiné par ma fille. La lettre muette. Elle commence avec le passage suivant. J'écris. Mais les mots s'égrènent sans but, destination inconnue. Je t'imagine, elle écrit à son mari, je t'imagine partout et nulle part dans ce monde absurde, au nord, au sud, croupissant dans un cachot, un baraquement de camp, détenu dans une cellule de prison en France, en Allemagne, en Pologne, tapis dans un sous-bois, en cavale, en 1000 endroits inatteignables. Tu écrirais si tu en avais le moyen. Tu donnerais signe de ta vie. Tu es vivant, il ne peut être autrement. Tu rentreras, je le sais. J'ignore par quel miracle, mais tu apparaîtras soudain devant moi, ici même, un ici qui sera ma demeure le jour où tu reviendras. Un ici dont je ne sais s'il existe à cet instant, ni même s'il a jamais été créé. Marquez le mot « un ici ». Un ici. Et même si le ciel ne devait jamais se remettre de la folie des hommes jusqu'à la fin des temps, même si le Créateur en oubliait sa mission vis-à-vis de toi, puisque Dieu a une mission vers nous. Un homme religieux, un homme croyant, est un homme qui sait que Dieu a une mission vers lui. Et non seulement un homme qui croit que c'est lui qui a une mission vers Dieu. C'est la nature d'une rencontre entre Dieu et l'homme. Je lui dois ce qu'il me doit. C'est ça l'amour. Oubliez cela. C'est l'essence d'avoir de la foi. Et la foi, ce n'est pas uniquement se lever le matin, ce qui est important, se laver les mains, faire sa prière, de faire les brachot, etc. Tout ceci est très important, mais la foi, c'est tout d'abord de savoir qu'il y a un rapport intime, très, très étroit entre homme et Dieu. Et que c'est réciproque. Alors c'est ainsi que cette dame, elle dit, et même si le ciel ne va jamais se remettre de la folie des hommes jusqu'à la fin des temps, même si le Créateur en oubliait sa mission vis-à-vis de toi, de moi, de nos enfants et de tout le reste, même s'il ne se trouvait pas un seul homme sur cette terre pour attester que tu es bien revenu, ni de témoin pour jurer qu'il t'a vu rentrer, tu rentreras, car je veux que tu reviennes. Alors seulement, ce jour-là, tu liras. Il n'est jamais revenu. Il n'a pas lu. Donc je veux que vous lisez. Parce qu'à travers vous, il va lire lui aussi. Je veux terminer ma petite adresse en vous disant encore quelque chose de spécial, et puis après vous allez me poser des questions.
J'ai vu dans ma vie de nombreuses personnes, des hommes d'État, des présidents, des rois. Je me suis entretenu avec eux, j'étais ambassadeur d'État d'Israël, j'étais envoyé, j'avais des missions secrètes, j'étais un peu partout. Ma grande passion, c'est d'adresser la parole aux jeunes, aux enfants. Vous n'êtes plus enfants. Mais encore, on vous catégorise, puisque c'est la culture. La culture, elle dit qu'à l'âge de 17 ans, vous êtes encore enfant. Vous n'êtes plus. Vous n'êtes pas encore des adultes. Mais vous n'êtes plus enfants. Vous êtes déjà des hommes et des femmes de choix. Vous savez choisir déjà. Vous pensez de votre avenir. C'est ce que je vais dire. Alors je vais vous dire, c'est pas parce que j'ai voulu raconter une histoire que je vous ai raconté ce que j'ai raconté. C'est parce que je veux que vous sachiez que pour moi, vous êtes mes alliés dans cette grande aventure de vivre la vie d'un juif. La vie d'un juif. C'est pas facile d'être juif. C'est pas plus difficile de ne pas l'être. Il est difficile d'être homme ou femme. Mais il y a une beauté d'appartenir à un peuple comme le nôtre, qui a su traverser un vaste désert, qui était plein de scorpions, de vipères, de monstres, qui cherchaient toujours à se débarrasser de nous. Et sans avoir une force physique importante, nous sommes là. Et nous sommes là porteurs de beaucoup d'espoir. Le fait même que vous êtes ici à Marseille et vous fréquentez une école juive, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Makara. Vous appartenez au monde. Mais pourquoi vous séparez? Pourquoi vous envoyez dans une école? Comment est-ce que s'appelle votre école? Ami? Mon peuple? C'est pas normal. Vous allez aux États-Unis, vous parlez aux Juifs qui vous savez, c'est pas facile. On va à l'université, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, on est attirés l'un vers l'autre, etc. Puis il y a des mariages. C'est naturel. Je veux dire, non, moi je. C'est pas naturel. Mais c'est beau. Puisque ça vient après un petit combat. Petit combat. Je me rappelle, je porte la kippa. La kippa n'est pas importante, elle n'a aucune importance, croyez-le-moi. J'espère qu'il n'y a pas de rabbins ici qui vont me contredire. Vous êtes rabbin? Mais vous savez que la kippa... Ah, vous ne l'êtes pas? Vous êtes innocent. Vous êtes innocent. Vous n'êtes pas rabbin. Innocent. Mais vous savez que la kippa, c'est important. Ce qui est important, la kippa, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de l'enlever. Lui qui porte une kippa, il y a de juifs très très pieux. Mettons, les juifs de l'Allemagne ne portaient pas de kippote. Les juifs d'Italie ne portaient pas les kippotes. Le Gaon de Vilna croyait qu'il fallait porter une kippa que quand on mange à la maison, et même à la maison. Mais ce qui est important, c'est de l'enlever. Alors, je me rappelle, j'étais ambassadeur en Suisse, et puis je me promenais partout avec ma kippa, télévision partout, kippa, et kippa, et kippa, et kippa, et kippa. Je me disais, la sécurité du royaume belge est venue me voir, et ils m'ont dit, bon, vous allez aller, monsieur l'ambassadeur, vous allez aller à la synagogue, on vous a dit que vous allez à pied à la synagogue le samedi, et votre sûreté doit être assurée par nos agents. Et c'est 4 km à pied. Aujourd'hui, je ne peux pas les marcher puisque je suis blessé. Je ne peux pas marcher. Mais dans le temps, je pouvais marcher 4 km à pied et revenir 4 km. Puis, chemin faisant, vous traversez l'ambassade de l'Iran.
et d'autres pays arabes et l'OLP, nous ne pouvons assurer votre sûreté. Donc, une voiture va arriver, sans dire. On va vous faire descendre par l'ascenseur, un goy le fera. Puisqu'il y a quelque chose, ils ont fait des recherches, il y a quelque chose qui s'appelle un pikuach nefesh. Et moi je dis, moi je ne comprends pas ce que c'est un pikuach nefesh, parce que je ne suis pas... Et ils m'ont dit, oui, vous allez aller sans type. Hein. J'ai dit, bon, je réfléchirai, etc. Je suis allé présenter mes crédentiels au roi de la Belgique et au sein du ministère des Affaires étrangères en Israël. On se demandait, mais comment est-ce qu'il va faire, monsieur l'ambassadeur? Après tout, il ne peut pas aller, c'est du protocole, il ne peut pas aller voir le roi avec une kippa. Ça ne se fait pas. J'y réfléchirai. Et je suis arrivé au palais royal. Il fallait faire, il y avait tout un texte qu'il fallait suivre. Et le roi, dans le temps, c'était le roi Baudouin, un homme très haut, beaucoup plus haut que moi. Il était un peu malade. Il souffrait d'une maladie de laquelle il est mort plus tard. Alors il fallait dire, puisque j'étais entraîné par le maréchal de la cour, il devait sortir et dire « Monsieur l'ambassadeur ». Et moi, il me fallait dire « Sa Majesté ». Et puis alors, il fallait qu'il dise « Suivez-moi, Son Excellence ». Et moi, il me fallait dire « Sa Majesté, je vous suis ». J'avais tout le texte. C'était comme moderne, il fallait être à la dame de Dieu. Et je suis arrivé avec ma kippa. Puisqu'il pleuvait. Il fallait que je coupe ma tête. Vous savez, avec ma kippa, tous les soldats, vous savez, il y a un garde d'honneur, etc. Et je me promène, un petit yidale, un petit jeu. Et le roi sort, très haut. Et il me dit, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et je dis, Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher chalak mikvodo lebasar vadam. Autre le texte. Et je traduis immédiatement et je dis, Sa Majesté, c'est une bénédiction que mes ancêtres ont faite quand ils ont rencontré un roi, un chef d'État, et c'est aussi une prière pour votre santé. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas une prière, mais lui il était malade, alors c'est devenu une prière. Alors lui il croise ses bras sur sa poitrine et il dit oh, que c'est beau, monsieur l'ambassadeur. Vous me parlez des mots de vos ancêtres. Il était un croyant catholique. Vous me parlez des mots de vos ancêtres. Que ça me touche mon cœur. Il était ému. Je n'ai rien dit, j'ai dit une bracha. Il avait les armes aux yeux. Il m'a amené dans son grand salon royal, etc. Il nous fallait rester 15 minutes à bavarder, vous savez, des bêtises. Puisque qu'est-ce qu'on dit quand vous voyez la télévision, une rencontre entre président et président Dadada. Mais qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle? Il fait beau, favorable, oui, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir. Les entretiens se font avant. Mais là, nous étions, alors il fallait 15 minutes, nous étions là 3/4 d'heure. Et je lui ai dit, monsieur, Sa Majesté, je suis un enfant de guerre comme vous. Puisque lui, il était un enfant de guerre. Et sa mère a sauvé 3000 enfants. Et j'ai fait hommage à sa mère. Puis nous restions avec une amitié très étroite jusqu'à sa mort. Alors je vous dis ceci tout simplement pour vous dire que c'est beau d'être juif. Si on l'est d'une façon créatrice. Si on l'est en découvrant chaque jour ce qu'il y a de spécial dans l'être. D'être ici à Marseille, d'aller à une école juive, lama. D'être ici, de penser qu'on a un État d'Israël qui est le nôtre, lama.
avoir un passeport français, algérien, tunisien, coréen, je ne sais pas quoi, et on top of it to be a Jew. C'est beau. Et ça donne une fierté, pas une fierté basse. Il y a des gens qui sont fiers basses. Je frappe plus fort que vous. Mais c'est beau puisque c'est un signe qu'on se mesure, qu'on se bat. Et puis c'est un combat qu'on gagne, si on veut le gagner. Quand on a un match de football, les deux parties veulent gagner. Même Papin de l'Olympique Marseille, n'est-ce pas? Il y avait un Papin ici. Jean-Pierre Papin. Qui est-ce qui s'en rappelle? Vous? C'est mon époque plus que... Vous êtes papa? Vous n'êtes pas papa, vous? Quoi? Oh, j'adorais ce joueur, c'est très beau joueur. Alors, il y avait l'Olympique Marseille, une bonne équipe. Il est vrai qu'ils ont triché un peu, ils ont perdu la coupe, etc., etc. Mais les deux parties veulent gagner. Le PSG veut gagner. C'est pas ça. Mais ici, au moment même qu'on commence à jouer le jeu d'être juif, on gagne. Donc je veux vous remercier, je veux remercier votre direction de m'avoir accueilli. Je suis un peu fâché sur une chose, je ne peux pas vous le cacher, c'est que j'ai voulu adresser la parole aux jeunes dames et aux jeunes hommes sur le même niveau, mais les jeunes femmes sont en face de moi et pour les hommes, il faut que je fasse un effort de me tourner vers eux. C'est pas juste. Il fallait changer au plein milieu, de donner une occasion aux jeunes, aux garçons d'être ici aussi. Il faut avoir l'égalité totale. Totale. Alors, mais ça, je vous pardonne.